Alors que les crises se multiplient dans le monde sans fin, j'ai envie de dire, et qu'on en ressent les secousses jusqu'à dans la société française, quel est l'état de la cybermenace en France? 3 questions à un professionnel du renseignement cyber. Bonjour Samuel Assine. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes le cofondateur, le CEO de Filigrane, une start-up que vous nous avez présentée d'ailleurs sur ce plateau l'été dernier. Vous êtes un expert en cyberintelligence, ancien chef du service de renseignement sur la cybermenace à l'Agence française de sécurité, l'ANSSI. Alors qu'en est-il de ce niveau de cybermenace sur nos systèmes d'information français et qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le plus préoccupant? Alors le niveau de menace reste particulièrement élevé. Mais finalement, ce qu'on peut observer, c'est que les crises qui se multiplient d'un point de vue géopolitique n'ont pas forcément un impact majeur sur ce niveau. Les acteurs étatiques restent forts, mais il n'y a pas un accroissement particulier. En revanche, c'est toujours sur la partie cybercriminelle, donc le rançongiciel et les motivations plutôt lucratives, des stabilisations dans différents secteurs de l'économie, principalement la finance, mais aussi l'énergie, le transport, qui restent à des niveaux très élevés. Et à des niveaux très élevés, mais des niveaux de croissance aussi importants? Plus de 65% sur la deuxième moitié de 2023, sur la partie en tout cas cybercrime. Et donc oui, on a quand même des niveaux importants. On a une petite baisse en début d'année par rapport aux années précédentes, où on avait l'impression effectivement justement aussi que le contexte géopolitique qui fait que parfois, il y a une porosité entre les groupes cybercriminels et des groupes qui sont plutôt sponsorisés de manière étatique, faisait que potentiellement les activités avaient baissé puisque l'intention et l'attention de ces États qui soutiennent un peu traditionnellement ces groupes se portaient ailleurs. Et pour autant, là, sur la deuxième moitié de cette année, on voit bien que le niveau est encore plus élevé qu'en 2022, donc plus 63% par rapport à la même période l'année dernière. Il y a un effet IA générative dans la cybersécurité? Alors, la cyber-insécurité, criminalité? Il y a un effet IA générative à la fois dans le domaine de la cybersécurité, puisque, et ce n'est pas uniquement d'ailleurs pour la fabrication, par exemple, de logiciels malveillants, la fabrication d'attaques, c'est que finalement, une attaque informatique, elle est divisée en plusieurs phases. On a forcément une phase de ciblage, une phase de reconnaissance, avant effectivement d'attaquer la victime, entre guillemets, à proprement parler, et d'avoir un impact sur son système d'information. Toutes les phases, en fait, en amont, et même pendant l'attaque, sont facilitées par l'IA générative, puisque la reconnaissance, la fabrication, par exemple, d'emails de hameçonnage ou de phishing, comme on appelle ça, est aujourd'hui largement facilitée par l'IA générative. Allez, ma dernière question, c'était au sujet d'un partenariat stratégique que vous avez noué avec le FBI. Racontez-nous comment ça s'est passé, en quoi ça consiste? Alors, ça consiste, nous, côté Filigrane, vous l'avez rappelé, on est un éditeur de logiciels et on fabrique notamment une plateforme qui permet d'analyser et de comprendre l'ensemble de son environnement de menaces et de constituer une base de connaissances sur les attaquants et sur les menaces qui ciblent une organisation. Donc c'est du renseignement, c'est une plateforme de renseignement en fait. C'est une plateforme de renseignement qui agrège des informations, c'est ce que vous avez expliqué effectivement, des informations qui sont très techniques, donc qui peuvent s'adresser plutôt à des entreprises privées, ou des choses non techniques comme les victimes, les secteurs qui sont ciblés, les pays, mais aussi les cybercriminels qui sont derrière potentiellement les groupes d'attaquants. Et effectivement, depuis mars dernier, on est rentré dans une collaboration extrêmement étroite et stratégique avec le FBI, mais aussi avec d'autres agences alors maintien de l'ordre, law enforcement, peu importe comment on les appelle, donc police, on a les Pays-Bas, on travaille aussi bien sûr avec le ministère de l'Intérieur en France, pour justement constituer ces bases-là. Et en fait, aujourd'hui, donc c'est compatible, les agences de renseignement peuvent partager les mêmes sources d'informations. Voilà, l'idée c'est de constituer cette base de connaissances, qui est en fait leur base d'investigation, l'ensemble des preuves qui sont collectées, techniques, non techniques, justement les techniques qui sont utilisées par ces cybercriminels, les différents groupes et les différents clusters. Et bien sûr, l'objectif c'est à la fois d'être plus agile en interne pour eux, donc partager de l'information en interne entre leurs différents bureaux et de pouvoir partager aussi l'information avec leurs pairs. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une solution qui est partagée par plusieurs agences pour pouvoir partager du renseignement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est en partenariat avec le FBI, très concrètement ?
Alors, très concrètement... Finance, comment ça se passe? Alors, très concrètement, ça signifie qu'on a des équipes qui sont relativement intégrées, qu'on a des réunions, qu'effectivement, on peut collaborer de manière très, très étroite à construire certains pans du produit et de la feuille de route, qu'on a des ressources qui nous sont mises à disposition, qu'on leur met aussi des ressources à disposition et qu'on travaille ensemble, justement, sur les futurs modèles de données et sur les futures évolutions, en fait, qui sont nécessaires, pas seulement au FBI, mais à l'ensemble justement de ces forces de sécurité intérieure à l'international. Et il n'y a pas de suspicion du fait que vous soyez une entreprise française pour le FBI? C'est pas un point bloquant? Non, justement, et je pense que, du côté du FBI, ce qui les a intéressés, c'est vrai qu'on le voit, c'est une tendance sur les différentes agences, notamment fédérales aux États-Unis, mais c'est une tendance aussi en France. Le ministère de l'Intérieur est l'un des pionniers dans le domaine de l'open source. Et c'est le cas aux États-Unis avec plusieurs agences fédérales, certains services de renseignement, la NSA qui avait sorti Ghidra, donc qui est un logiciel aussi open source, qui s'est beaucoup investi dans la communauté open source. Le FBI fait de même et d'autres agences également. C'est un mouvement un peu général aussi pour rétribuer et recontribuer à la communauté parce que finalement, dans notre domaine, la cyber, on est une grande... sans tomber dans quelque chose d'un peu idyllique, on est une grande communauté de défenseurs et on a besoin de partager des outils et des standards communs. Merci beaucoup Samuel Assine, cofondateur et CEO de Filigrane. Merci de m'avoir accueilli. Merci encore. C'est l'heure de notre entretien avec, je disais, une cadre de Dassault. On va parler des multivers et de la révolution industrielle à venir.